dans le cadre de mon facilitateur en mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes devant cette vidéo parce que je veux vous donner quelques astuces. Parce que j'ai nommé cette vidéo « Comment améliorer sa note en mathématiques ». Donc nous allons voir quelques astuces et quelques secrets pour ceux-là qui ont des difficultés à remonter leur note en mathématiques. Ou ceux-là qui sont scandalisés, apeurés quand ils affrontent une épreuve de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces. Et de temps en temps, vous aurez le temps de revoir cette vidéo pour noter ce qui est important, revoir et revoir encore pour prendre les notes. Parce que cela pourra vous faciliter d'affronter sans problème et de remonter même vos performances en mathématiques. Peut-être un de vos camarades vous a dit que vous ne pourrez jamais être bon en mathématiques. Vous ne pourrez jamais avoir la moyenne en mathématiques. Peut-être même c'est votre enseignant qui vous a dit que non, vous n'êtes pas fait pour les mathématiques. Nous voulons démentir tout ça à travers cette vidéo. Pendant que vous serez en train de nous regarder, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, de commenter. Nous allons développer 4 points. Nous irons pas à pas pour que vous ayez le temps de comprendre et de voir ce qui vous manque et ce que nous pouvons vous apporter. Aujourd'hui, nous ne ferons aucun exercice. Nous donnerons juste des conseils et des astuces pour aller de l'avant avec nos notes en mathématiques. Notre premier point, c'est bien suivre d'abord le cours de mathématiques. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que tu fais en classe quand le professeur entre? Est-ce que tu t'assois avec ceux qui font des désordres? Est-ce que tu t'assois avec ceux qui bavardent? Pendant qu'ils bavardent, font du bruit, toi, tu ne suis pas bien le cours de mathématiques. Le professeur veut même donner des explications, tu ne suis pas parce que tu es avec ceux qui bavardent. Donc, la première chose, c'est d'éviter de bavarder pendant le cours de mathématiques. Restez concentré au maximum. Parce que le professeur, lui, il est là pour donner son cours. Si le professeur constate que les gens bavardent, il va continuer son cours. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer son cours. Mais c'est toi qui seras le perdant. Parce que tu n'auras pas compris telle ou telle notion. Et quand il aura composé son épreuve, peut-être c'est ces notions-là qu'il va mettre sur l'épreuve. Et tu ne t'en sortiras pas parce que tu n'as pas suivi. Donc, première des choses, évitez de bavarder. Restez concentré au maximum. Donc, pour cela, il faut bien suivre les explications du professeur de mathématiques. Et j'ai dit, chaque fois que le professeur explique quelque chose que tu ne comprends pas, tu prends des notes. Que tu peux oublier, tu prends des notes. Que tu ne comprends pas, tu prends des notes. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes dans une classe de 3e, vous êtes en train de voir les racines carrées, vous êtes en train de faire une démonstration. Et en passant, il dit, retenez ceci, que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Il l'a dit dans les explications. Pour que tu n'oublies pas, tu peux noter ça au crayon dans ton cahier de cours. Que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Voilà quelque chose que tu peux prendre. Donc, quand tu suis bien les explications, ce que le professeur dit à la volée, qui peut t'intéresser dans l'avenir, dans tes exercices que tu vas faire, tu notes ça au crayon. Parce que le professeur lui parle, parce qu'il a le temps contre lui. Il a peut-être 1 heure de cours, 1h30 de cours ou 2 heures de cours. Mais il peut lancer des trucs à la volée. Il peut dire, par exemple, le logarithme népérien d'un nombre négatif n'existe pas. Il faut que le nombre soit supérieur, strictement supérieur à 0. Il te dit que le log de 0 n'existe pas. Il a dit à la volée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as noté ça dans ton cahier? Donc, j'ai dit, bien suivre le cours, les explications, éviter de bavarder, bien suivre les explications, rester concentré au maximum et noter tout ce qui est important. Noter tout ce qui est important. Donc, toutes les petites explications qu'il envoie à la volée, tu les notes dans ton cahier de mathématiques. C'est très important. Et quand tu es dans le cours de mathématiques, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Parce que le prof peut dire, suivez les explications. Pendant qu'on dit suivez les explications, certains camarades sont en train de blaguer, d'autres sont distraits, d'autres sont en train de faire rire les autres, ainsi de suite. Pendant qu'il dit suivez les explications. Et si tu ne suis pas les explications, tu ne peux pas faire l'exercice. C'est dans ces explications que tu peux déceler les nœuds, les pièges, pour bien faire un exercice mathématique. Vous pouvez dire, suivez les explications. Donc, j'ai dit, premier point, éviter de bavarder. Deuxième, suivre les explications. Troisième point, ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Tu es dans un cours de mathématiques.
Les mathématiques, c'est une science exacte. Donc, c'est une science qui ne tolère pas la moindre erreur, que ce soit une erreur de signe, une erreur de calcul. Donc, ne pas te laisser distraire. Quand le professeur veut des explications, tu les suis. Donc, si tu peux, de temps en temps, pendant un cours de mathématiques, tu changes de place. Si tu es dans un foyer de troubleurs, des gens qui bavardent, d'autres qui dorment, d'autres qui ne sont pas intéressés, tu peux changer de place pendant le cours de mathématiques. Aller t'asseoir à un endroit où tu peux bien suivre. Ou aller t'asseoir à côté de quelqu'un qui est intéressé par ce cours de mathématiques. Il ne va pas te chasser parce qu'il sait que le cours de mathématiques l'intéresse aussi. Tu t'assois juste à côté de lui et tu suis les explications. Mais tu peux changer de place. De temps en temps, quand tu ne comprends pas quelque chose pendant le cours de mathématiques, tu lèves le doigt. Le professeur ne peut pas t'empêcher, tu lèves le doigt et tu lui poses la question. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez vous permettre de m'expliquer encore cela? Ou s'il ne peut pas le faire sur place, après le cours, tu peux le rencontrer en cours de récréation. Tu lui poses la question. Monsieur, je n'ai pas compris telle ou telle chose. Vous avez parlé de ceci. Est-ce que si, ceci, est-ce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait? Il va bien t'expliquer. Parce que nous sommes maintenant d'abord dans la réception du cours magistral, dans le cours que le professeur vous donne. Tu le reçois. Comment tu le reçois? Voilà les attitudes à avoir. J'ai dit ne pas bavarder, bien suivre les explications, ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Et pendant que le professeur fait la correction de certains exercices, tu ne comprends pas un exercice, mais il est en train de corriger. Prends la correction. Tu ne comprends pas, prends la correction. Ne dis pas que comme je ne comprends pas, je ne prends pas. Parce que normalement, tu dois avoir le cours magistral, tu dois avoir les exercices corrigés, tu dois avoir les explications dans l'exercice. Tu prends juste, tu ne comprends pas, mais prends la correction de l'exercice. Et que les explications à côté. Le professeur a dit quoi? Il a dit que non, lorsque nous appliquons par exemple la propriété de Pythagore, nous devons avoir l'hypoténuse. Donc si nous ne sommes pas dans un triangle rectangle, je prends un exemple tout simple. Le professeur a dit, lorsque nous ne sommes pas dans un triangle rectangle, la propriété de Pythagore ne s'applique pas. Tu as laissé passer cette explication, tu la notes quelque part. Parce que tu vas avoir un jour un triangle qui est équilatéral. Tu ne peux pas appliquer la propriété de Pythagore parce que le triangle est équilatéral. Donc il a dit, la propriété de Pythagore ne s'applique que pour un triangle rectangle. Les autres, il a été distrait, en train de bavarder. Mais toi, tu prends ton crayon, tu notes ça quelque part. Donc chaque fois que tu sais que tu dois appliquer la propriété de Pythagore, tu dois avoir un triangle rectangle. Voilà les explications. Donc la première phase, c'est la phase de réception du cours. Tu reçois le cours du professeur. Voilà les attitudes à avoir. Donc de temps en temps, tu vas revoir cette vidéo pour écouter et réécouter et noter quelque part. Ça va te servir. Parce que là, nous avons juste développé le premier point. Ça va te servir. Le premier point, c'est bien recevoir, bien suivre le cours de mathématiques. Maintenant, tu as pris ton cours. Tu as bien suivi ton cours. Tu es rentré à la maison. Ton cahier est plein. Le cours est là, les exercices sont là, les explications sont là. Qu'est-ce que tu fais? Première chose, tu dois travailler à la maison. Tu dois travailler à la maison. Et tu ne dois pas travailler seul. Parce que les mathématiques ne se font pas seuls. Tu peux chercher un aîné, tu as un grand frère, un parent même, un cousin, un neveu, qui est dans une classe supérieure et qui comprend les mathématiques, tu peux te rapprocher de lui. Tu as un répétiteur, tant mieux pour ceux qui peuvent avoir un répétiteur. C'est que tout le monde n'a pas ses moyens, mais tu peux aussi, tu as un répétiteur, c'est tant mieux. Tu travailles ce que tu as pris en classe avec ton répétiteur. Nous sommes dans la deuxième phase. Après avoir reçu le cours, que faire? Tu rentres à la maison, tu ne dois pas travailler seul. Je le répète. On ne travaille pas les mathématiques seul. Tu dois être orienté, être guidé, être suivi par un aîné, un grand frère, un cousin, un répétiteur, un parent. Ou même un camarade de classe qui comprend mieux que toi. Tu te rapproches de lui, tu prends tes cahiers, tu vas chez lui. Tu dis que mais apparemment je comprends, je sais que tu comprends mieux cette leçon-ci. Moi je ne l'ai pas comprise. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, qu'est-ce que le professeur a dit qu'on doit faire? Celui qui comprend le mieux va t'expliquer ce que ça veut dire. Donc j'ai dit, et je répète, on ne fait pas les mathématiques seul. On ne fait pas les mathématiques seul. Si tu veux plus d'éclaircissement, tu dois te rapprocher de quelqu'un. Donc sache que tu dois avoir quelqu'un avec qui tu travailles.
C'est bien d'avoir les groupes d'études. C'est bien de travailler avec les camarades. Mais il faut que dans ce groupe d'études, qu'il y ait quelqu'un qui comprend plus que les autres. C'est lui qui va tirer les autres vers le haut. C'est important. Le groupe d'études, c'est bien. Mais si vous tous, vous ne comprenez pas, si vous tous avez des lacunes et vous faites un groupe d'études, vous aurez un problème. Prenez un camarade de classe qui comprend mieux que tout le monde et qui excelle dans les notes, qui excelle dans ses performances en mathématiques. Travaillez avec lui. Là, il va tirer tous ceux qui ne comprennent pas. Deuxième point, nous sommes toujours dans, après le cours, que faire? J'insiste sur ne jamais travailler seul. Ne jamais faire les exercices seul. On ne fait pas les exercices de mathématiques seul. Parce que tu seras en train de faire les erreurs sans même te rendre compte que tu fais les erreurs. Tu ne vas même pas te rendre compte. Parce qu'il n'y a personne pour t'orienter. Il n'y a personne pour te dire, arrête-toi. Là, tu es en train de faire les erreurs. Tu es en train de faire des erreurs dans tes exercices de mathématiques. C'est pourquoi il faut travailler en groupe, être suivi, être orienté, soit par un parent, un répétiteur, un aîné. Voilà ce que nous sommes dans le deuxième point. Troisième point. Quand tu travailles avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ne laisse pas quelqu'un faire les exercices à ta place. Tu répètes. Ne laisse pas quelqu'un faire des exercices à ta place. Quand tu veux travailler avec un répétiteur, tu veux travailler avec ton parent qui comprend peut-être les mathématiques, ou ta maman qui comprend les mathématiques, ou un aîné qui comprend les mathématiques, qui te laisse le temps de travailler. Il te laisse le temps de travailler. Tu fais ce que tu peux faire. Tu montres le maximum de tes compétences. Tu montres tes erreurs, tu montres les lacunes, tu montres tes limites. C'est après qu'il va venir te corriger pour te dire qu'ici, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Donc ne laisse pas quelqu'un d'autre faire tes exercices ou tes devoirs à ta place. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas élever ton niveau en mathématiques. Donc tu es maintenant à la maison. Tu as un répétiteur. Tu as un parent qui te suit. C'est ton parent qui te suit, ou bien c'est ton grand frère qui est dans une classe supérieure qui te suit. Peut-être vous travaillez en groupe. Que chacun essaye, quand il y a un exercice, chacun essaye de faire sa part de devoir dans cet exercice. Fais ton exercice. Quelqu'un d'autre fait son exercice. Après, on va voir maintenant comment corriger. Comment corriger? Qui comprend le mieux? Il va te dire que non, ici c'est comme ça qu'on fait. Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Donc, ne laissez pas quelqu'un d'autre faire les devoirs ou les exercices à votre place. Sinon, vous ne serez jamais excellent en mathématiques. Vous faites vos exercices, vous vous appliquez. Là, on peut voir ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, vos limites, vos lacunes. Et là, maintenant, on peut remédier. Voir que, bon, maintenant, ici, tu ne comprends pas. Voilà ce que tu aurais dû faire. Ici, tu as bien fait, mais tu aurais dû faire plus. Parce que, n'oubliez pas que dans un exercice de mathématiques, on note par objectif. Je prends un exemple. Qu'est-ce que j'appelle une note par objectif? Vous avez une fraction à faire. On donne la fraction A égale, je dis n'importe quoi, 1 demi fois 3 quarts moins 1 cinquième au carré plus 1 tiers. Voilà par exemple une fraction à faire. Comment le professeur note les étapes? C'est ce qu'on appelle les objectifs. Un élève qui connaît d'abord, par exemple, que dans une suite d'opérations, les puissances sont prioritaires. Quand il fait déjà quelque chose qui est en exposant, le professeur donne le point. Après, il dit dans une suite d'opérations, la multiplication est prioritaire, il fait la multiplication, le professeur donne le point. Donc, on note par objectif. C'est pourquoi je dis que quand tu veux travailler, donc, on te laisse travailler. Que ce soit ton répétiteur, qu'il ne fasse pas te dire à ta place. Retiens-le. Que ton répétiteur ne fasse pas tes devoirs ou tes exercices à ta place. Il te laisse travailler. Il te laisse travailler pour voir tes lacunes. Pour voir jusqu'où tu peux aller. Pour voir jusqu'où tu peux aller. Et là, maintenant, il va te corriger. Il va te dire que ici, si tu fais un exercice comme ça, tu n'auras pas la totalité des points. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Donc, on doit te laisser travailler. Travailler intégralement. Faire tes fautes, faire tes erreurs. Écris ce que tu comprends.
écris ce que tu peux écrire. Et maintenant, il viendra maintenant corriger, et te dire que voici le bon résultat. Ça, c'est le deuxième point. Il dit que maintenant, tu as tes cahiers à la maison, tu as fait tes exercices, des répétiteurs à corriger. Il t'a dit que bon, voilà comment tu aurais dû faire. Il t'a montré. Maintenant, cette connaissance que tu as acquise là, elle doit rester. Tu ne dois pas oublier ça. Si tu sens que tu oublies, tu notes quelque part. Parce que les compétences en mathématiques, si tu ne sais pas noter quelque part, tu peux les oublier. Mais à force, par exemple, de faire l'exercice, tu ne peux pas oublier. Donc, une fois que tu as reçu une connaissance d'un aîné, d'un grand frère, d'un répétiteur, immédiatement là, il faut que tu appliques cette connaissance dans un exercice. Dans un exercice, tu appliques cette connaissance dans un exercice, dans 2 exercices, dans 3 exercices, pour que les connaissances restent. Pour dire quoi? Pour dire que chaque fois que tu vas rencontrer ce type d'exercice, voilà comment tu vas faire. Tu ne vas pas trembler parce que tu sais que ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça, je l'ai déjà fait quelque part. Nous sommes toujours dans le cadre de tes compétences que tu es en train d'exprimer. Maintenant, ces connaissances que tu as reçues, sache que d'un moment à l'autre, demain, après-demain, tu auras une épreuve sur ce que vous avez fait. Sur ce que tu as fait avec ton aîné, avec ton grand frère, avec ton répétiteur. On va t'interroger dessus. C'est ça qu'on appelle le test. C'est ça qu'on appelle souvent devoir surveiller. C'est ça qu'on appelle interrogation de mathématiques. Pour dire que bon, peut-être que tu as reçu les connaissances, on veut que tu nous redonnes ces connaissances. Que tu réexprimes ces connaissances par rapport à ce que tu as. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ces connaissances tu dois être sûr que ce que tu as retenu là, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Maintenant, nous passons au troisième point, le travail individuel. N'oublie pas que le premier point, c'était bien suivre le cours. Le deuxième point, c'était après avoir reçu le cours, que faire? Je vous ai expliqué ce qu'il faut faire. Maintenant, nous passons au troisième point, le travail individuel. Il faut faire beaucoup d'exercices en mathématiques. Sur chaque leçon, tu as fait beaucoup d'exercices. Et c'est pourquoi les professeurs donnent les devoirs. Les devoirs ne sont pas donnés pour rien. Il faut faire beaucoup d'exercices. Pourquoi on donne beaucoup de devoirs? Que ce soit les devoirs sur les fractions, que ce soit les devoirs sur les limites et continuités, que ce soit les devoirs sur les dérivés. On donne beaucoup de devoirs sur les discriminants, pronoms degré 2, calculer les racines, faire les inéquations. Le professeur donne tous les devoirs. Tâche de faire tes devoirs. Tâche de faire tes devoirs. Donc tu dois t'exercer seul. Le travail individuel est important pour avoir de bonnes notes en mathématiques. Le travail individuel, tu dois faire tes devoirs. Même si tu n'as pas compris. Si peut-être ce jour-là, tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer un aîné, un cousin, ton répétiteur, ou ton parent n'était pas là le jour-là, fais ce que tu as pu faire. Fais ce que tu as pu faire. Fais ce que tu as pu faire. Et le professeur va voir que tu as fait tes devoirs, mais tu n'as pas compris à un certain niveau. Mais fais ce que tu as pu faire. Donc le travail individuel est important. J'insiste sur le travail individuel. Ça te permet d'appliquer les connaissances que tu as reçues. Ça te permet d'appliquer les explications du professeur. Ça te permet d'élever ton niveau. D'élever ton niveau. Et être sûr que ce genre d'exercice, je ne pourrai plus jamais le rater. Parce que je l'ai déjà fait à maintes reprises. Voilà le secret. Ce genre d'exercice, je ne peux pas rater ce genre d'exercice. Parce que je l'ai fait à maintes reprises. C'est ça le but, de t'exercer individuellement. Tu fais beaucoup d'exercices, toi-même. Et à force de faire des exercices, tu vas te rendre compte que tu vas rencontrer certains exercices que tu as déjà fait et qui viendront dans d'autres devoirs. Deuxième point, nous sommes tous dans le travail individuel. Nous sommes en train de voir les points du troisième volet. Tu dois cultiver une certaine confiance en toi. Une certaine confiance en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on m'a expliqué quelque chose sur les limites et continuités. Et j'ai fait les exercices. Maintenant, dans un devoir, je rencontre le même type d'exercice dans les limites et continuités. Je sais que c'est comme ça qu'on fait.
Si quelqu'un d'autre dit non, non, c'est pas comme ça, tu es en train de rater, ne discute même pas. Fais ce qu'on t'a expliqué et que tu as retenu. C'est ça l'important. Fais ce que tu as retenu et qu'on t'a expliqué. Que ce soit dans les limites de continuité, les logarithmes, les racines carrées, la trigonométrie, la propriété de Pythagore. Fais ce qu'on t'a expliqué. C'est ça, on dit, la confiance en toi. Je continue. Si tu as des difficultés dans un exercice ou dans une partie de la leçon, en tant qu'apprenant en mathématiques, tu dois te lancer un défi. Pour dire un défi, ça veut dire quoi? Ce genre d'exercice ne peut pas me dépasser. Ce genre d'exercice ne peut pas me dépasser. C'est que si tu as raté un exercice un jour dans un devoir, tu te poses, mais comment j'ai pu rater ça? Tu vas auprès de ceux qui peuvent t'expliquer, ils te disent que non, il fallait faire comme ça. Reprends le même exercice. Et lance-toi le défi que si tu veux seulement le trouver. Tu vas vers ceux qui vont t'expliquer et tu refais le même exercice. Une fois, deux fois. Et le même type d'exercice que tu vas trouver, tu le refais. Tu fais les exercices similaires. Ce qui va faire que quand tu vas arriver devant un autre devoir, si tu trouves ce genre d'exercice un jour, ça sera pour toi des points acquis. Donc, tu dois te lancer des défis personnels par rapport aux exercices, par rapport à certaines épreuves, par rapport à certaines notions, par rapport à certains chapitres même. Parce que quelqu'un va par exemple dire que dans telle leçon, le chapitre sur les nombres décimaux relatifs m'a toujours dépassé. Non. Lance-toi un défi que je vais seulement comprendre les nombres décimaux relatifs. Je veux comprendre les nombres décimaux relatifs. C'est le défi que tu dois te lancer. Et quand tu te lances ce défi-là, afin de te lancer le défi pour chaque exercice, tu verras que tu auras fait le tour de beaucoup d'exercices dans beaucoup de leçons. Et tu auras vu beaucoup de... Donc, quand on va te donner un devoir de maths et qu'un exercice similaire apparaisse, tu vas glaner les points. Ce sera les points pour toi. Tu seras sûr que ça, c'était noté sur 4 points. J'ai eu 4 points. Rien ne va t'empêcher d'exceller en mathématiques, d'avoir une bonne note en mathématiques. Je dis, pour continuer dans le travail individuel, n'hésite jamais d'aller vers tes enseignants de mathématiques, ou vers tes encadreurs de mathématiques, ou vers ton répétiteur. Même s'il n'est pas à la maison, tu peux l'appeler, tu dis, monsieur, j'ai un problème. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu peux filmer un devoir, tu envoies sur WhatsApp. Il corrige, tu envoies la réponse sur WhatsApp. Donc, il y a des voies et moyens aujourd'hui pour, nous on appelle ça déranger les encadreurs. Il faut les déranger. Il faut aller vers eux, leur poser des questions. Que j'ai vu tel exercice sur telle épreuve. Je n'ai pas compris. Comment on fait ce genre d'exercice? J'ai vu tel exercice sur un ancien bac. Comment on fait sur un ancien BPC? Comment on fait ce genre d'exercice? J'ai vu un ancien probatoire. Comment? Donc, de temps en temps, tu dois faire des recherches, fouiller. Et de temps en temps, être en contact avec tes encadreurs. C'est eux qui vont t'orienter. Je n'ai pas compris tes exercices, mais j'ai vu ça sur un ancien bac. Un ancien baccalauréat, un ancien probatoire, un ancien BPC. Comment on fait ce genre d'exercice? N'arrêtez pas de déranger vos enseignants en leur posant des questions. En les appelant. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux sur WhatsApp, sur YouTube. Tu peux envoyer un voice. Tu peux envoyer une épreuve sur WhatsApp, puis corrige, tu envoies le corriger sur WhatsApp. Tout est possible aujourd'hui. Ça te permet de travailler. Nous sommes dans le travail individuel. C'est le troisième point que nous sommes en train de développer. Le travail individuel. Ce travail individuel ne va pas t'empêcher de faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs. Mais tu vas te relever. Tu vas dire que non. Aujourd'hui, j'ai eu 8 en mathématiques. Je ne veux pas me laisser faire. Je veux continuer à travailler. Tu vas voir que quand, au prochain devoir, tu as 10, tu as 11, tu as 12, tu seras fier de toi-même. Fier de tes prouesses. Fier de ce que tu auras accompli. Pas ton travail. Parce que tu t'es exercé. Le travail individuel, tu t'es exercé. Et plus tu vas augmenter tes notes en mathématiques. Plus tu vas augmenter ton niveau en mathématiques. Plus tu seras fier de toi-même. Et même tes parents seront fiers de toi. Même ceux qui avaient dit que tu ne pourras pas.
avoir la main, ils vont voir comment tu as eu la main en mathématiques. Donc le travail individuel. Tu peux faire des erreurs, tu te relèves, tu te lances un défi. Tu dois seulement trouver cet exercice. Tu dois seulement avoir la main en mathématiques. Je continue. N'oublions pas que l'épreuve de mathématiques a une certaine durée. Elle a une certaine durée. Donc tu dois cultiver ce qu'on appelle la rapidité. Comment tu cultives la rapidité? Tu prends un exercice mathématique. Et tu prends deux exercices. Dans une épreuve. Une épreuve qui a 2 heures. Tu dis que bon, ces deux exercices, je vais les faire en 30 minutes. Tu les fais en 30 minutes. Et tu es sûr que tu as trouvé. Ne fais pas en 30 minutes dans les erreurs. En 30 minutes, et tu es sûr que tu as trouvé. Maintenant que tu as trouvé, tu refais les mêmes exercices. Tu dis que maintenant, je dois faire ça en 25 minutes. Tu commences à faire le même exercice en 25 minutes. Tu as trouvé en 25 minutes. Maintenant, comment tu fais? Tu dis, bon, maintenant, je suis devant une épreuve dans un examen officiel, ou dans un devoir surveillé, ou dans une interrogation surprise même. Je suis devant le même exercice. Maintenant que je connais comment on fait, comment on décortique, comment on sort des pièges, je vais faire tes exercices maintenant, ces deux exercices, en 20 minutes. Donc, je donne 10 minutes pour le premier, 10 minutes pour le second. Tu vois comment cultiver la rapidité en mathématiques. Parce que dans le travail individuel, la rapidité est importante. Tu dois cultiver cette rapidité. Parce que tu ne dois pas t'asseoir sur un exercice pendant 30 minutes dans un devoir. Tu ne finiras pas. Tu seras surpris qu'on dise qu'il reste seulement 30 minutes parce que tu as passé 1 heure, 1h30 pour 2 exercices seulement. Donc, cultiver la rapidité. Tel ou tel exercice, tu le fais, tu le refais et tu commences à chronométrer toi-même. Cet exercice, je dois le faire en 10 minutes. Bon, 10 minutes. Après, je dois le faire en 7 minutes. Je dois le faire en 7 minutes. Après, si tu as un courrier, je dois le faire en 5 minutes. Voilà comment tu vas rappeler. Parce que les devoirs de mathématiques, ça a un certain timing qui n'est pas pour tout le temps. Même ceux qui sont dans les classes scientifiques, en terminale C, terminale D, les épreuves, c'est 5 heures. En terminale, c'est 4 heures en terminale D. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ils vont te dire que leur épreuve de 5 heures en terminale C, les 5 heures ne sont pas suffisants. Même les 4 heures en terminale D ne sont pas suffisants. C'est pourquoi c'est important de cultiver la rapidité dans l'exécution d'un exercice de mathématiques. Dans l'exécution d'un exercice. Cultiver la rapidité. Nous sommes tous dans le travail individuel. Maintenant, en plus de la rapidité, maintenant tu as bien fait l'exercice. Travail individuel. La présentation de ton exercice est importante. Le professeur regarde la présentation. C'est vrai que certains élèves utilisent les brouillons. C'est bien d'utiliser les brouillons. Mais quand tu as un devoir qui a 1h30 et que tu utilises des brouillons à chaque fois, tu ne finiras pas. Parce qu'après le brouillon, tu dois recopier au propre. Après le brouillon, tu recopies au propre. Tu ne t'en sortiras pas. Avec le brouillon, tu ne vas pas t'en sortir avec le brouillon. Chaque fois que tu as le brouillon, tu finis le brouillon, tu recopies au propre. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu as les connaissances acquises, c'est important quand tu as les connaissances acquises. Donc quand tu fais un exercice, que tu es sûr que tu vas le trouver, tu le fais directement au propre. Tu le fais directement au propre. Ne le fais pas au brouillon. Donc ne fais le brouillon que pour les exercices que tu ne peux pas, dont tu n'es même pas sûr. Tu n'es pas sûr que tu peux trouver cet exercice. Là maintenant, tu le fais au brouillon avant de mettre au propre. Donc, en plus de la rapidité, le travail propre. Parce que souvent, dans nos épreuves, il y a la présentation. Ça dépend des classes. Il y en a qui ont pour 1 point de présentation, 2 points de présentation. Donc, la rapidité, la présentation de tes exercices, le devoir propre. Ça te fait au moins, si c'est 2 points pour la présentation, comme dans les classes de 6e, 5e, tu as tes 2 points. Dans les classes de 3e, c'est 2 points. Tu as tes 2 points de présentation. C'est important. Donc, quand tu fais tout ça, nous sommes toujours dans le travail individuel. Bien présenter ton devoir. Après la rapidité, tu dois bien présenter ton devoir. C'est très important. Je vais aborder également maintenant le 4e point.
Donc, je rappelle les 3 points que nous avons vus. Nous avons vu comment bien suivre le cours. Après avoir reçu le cours, que faire? Nous avons développé. 3e point, nous avons parlé du travail individuel. Nous sommes au 4e point, qui est le point le plus important. Maintenant, tu fais face. Tu as fait ton travail, tu as bien reçu ton cours. Après, tu es allé vers les aînés, les répétiteurs, pour éclaircir tes connaissances, pour asseoir tes connaissances. Tu as travaillé individuellement. Après que le répétiteur soit parti, après que ton parent t'ait laissé les devoirs à la maison, après que ton encadré soit parti, tu as fait ton travail individuel. Maintenant, tu es face à une épreuve. Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, face à une épreuve mathématique, ne pas paniquer. Ceux qui paniquent, c'est ceux qui ne sont pas sûrs. Ceux qui ne sont pas exercés. Ceux qui n'ont pas bien suivi les explications en classe. Ceux qui n'ont pas eu un encadreur. C'est ceux-là qui paniquent. C'est ceux-là qui paniquent. Ceux qui ne se sont pas exercés, qui n'ont pas eu d'encadrement, qui n'ont pas bien suivi le cours, c'est eux qui paniquent. Quand tu as bien suivi ton cours, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Donc ne pas paniquer devant une épreuve. Ne pas paniquer devant une épreuve. Chaque fois que tu es face à une épreuve, tu te souviens. Souviens-toi que ceci, je l'ai déjà fait. Ceci, je l'ai déjà fait. Ceci, je sais comment on fait. Ceci, n'oublie jamais que tu as les connaissances. Parce que tu as travaillé individuellement. Tu as été encadré, suivi. Tu as bien suivi ton cours. Tu sais que ceci, je sais comment on fait. Ceci, je sais comment on fait. J'ai parlé dans le 3e point tout à l'heure de la confiance en soi dans le travail individuel. Ça te donne la confiance en toi. Parce que tu sais que ce genre d'exercice, j'ai déjà fait. Ce genre d'exercice, j'ai déjà fait. Donc tu ne paniques pas devant une épreuve. C'est ceux qui n'ont pas été encadrés, qui n'ont pas bien suivi le cours et qui ne se sont même pas exercés qui paniquent. Tu ne paniques pas devant l'épreuve. Tu te souviens de tout le travail que tu as fait, de toutes les connaissances que tu as acquises. Et tu sais que ça, je peux le faire. Quelle que soit la longueur de l'exercice, je peux le faire parce que j'ai eu à le faire à maintes reprises. Et tu te mets au travail. Tu commences à travailler. Tu es face à ton épreuve, tu commences à travailler. Tu commences à travailler avec tes connaissances. Tu remets tes connaissances dans ta copie. Et quand tu fais un devoir de mathématiques, la littérature n'est pas exigée en mathématiques. La littérature n'est pas exigée en mathématiques. Je le répète, la littérature n'est pas exigée en mathématiques. Je prends un exemple tout simple. On te dit résoudre l'équation suivante. Je lui dis n'importe quoi. 2x plus 3 moins 4x égale à 5x moins 8. Tu commences à écrire. Tu sais que pour résoudre une équation, tu dois envoyer les x dans le membre de gauche, les nombres dans le membre de droite. Parce que x est l'inconnu. Donc l'inconnu doit être à gauche et les nombres à droite. Et tu commences à écrire, j'envoie d'abord tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que le professeur qui corrige ta copie sait ce que tu dois faire. Tu dois juste appliquer ce que tu fais. Donc, tu commences seulement à faire. Donc, tu envoies les x de la droite vers la gauche en changeant de signe. Tu envoies les nombres de la gauche vers la droite en changeant de signe. C'est tout. Tu fais exactement. Donc, tu appliques tes connaissances. Et le professeur sait comment faire. Donc, ne lui explique pas. Il dit que je fais d'abord ceci, après je vais faire cela. Il n'a pas besoin il sait comment l'élève doit procéder pour tel ou tel exercice. Tout ce que tu dois faire comme littérature dans les exercices de mathématiques, c'est énoncer les théorèmes, énoncer les propriétés. Par exemple, tu as un truc sur la propriété Thalès. Tu dis d'après la propriété de Thalès, tu écris. Ça, ce n'est pas la littérature, tu écris d'après la propriété de Thalès. Tu peux mettre les fractions, les rapports que tu dois mettre. Ou d'après la propriété de Pythagore, tu écris ce que tu dois écrire. Ça, ce n'est pas la littérature. Mais la littérature, c'est quoi? C'est que tu commences à écrire comme si tu voulais expliquer au professeur que je fais d'abord ceci, après je vais faire ceci. Tu n'as pas besoin d'écrire ça parce qu'il sait ce que je dois écrire. Le professeur sait. Donc, éviter la littérature face à une épreuve, à un exercice de mathématiques. Éviter la littérature. Donc, ne dis pas que je fais ceci, après je fais ceci. Non.
vas-y, travaille, il sait que ce que tu es en train de faire, tu es en train de trouver. Donc, tu dois éviter la littérature. Nous sommes maintenant face à l'épreuve de mathématiques. Et il y a aussi une chose dans une épreuve de mathématiques, tu n'es pas obligé de respecter l'ordre établi. Tu n'es pas obligé de respecter l'ordre établi. Par exemple, je vais dire que un devoir de mathématiques a par exemple deux parties. La partie A, c'est la partie numérique qui a 3 exercices. Donc nous sommes maintenant face à notre épreuve et nous savons que l'ordre établi n'est pas important. Donc on peut commencer par n'importe quel exercice, pourvu qu'on note l'exercice par lequel on passe. Le temps, tenez compte du temps, parce que l'épreuve de mathématiques est limitée. Il y a un temps limité. Donc ne t'appesantis pas, ne t'attarde pas sur un seul exercice. Parce que tu ne peux pas faire un exercice, un seul exercice, dans une épreuve qui a 2 parties, une partie compétence. Tu fais un seul exercice en 15 minutes, ça ne peut pas donner. Donc il faut tenir compte du temps. C'est pourquoi l'exercice, le troisième point qui disait, le travail individuel est important. Donc quand tu as travaillé individuellement, tu ne peux pas rester sur un seul exercice. Donc nous sommes maintenant face à notre épreuve et nous savons que l'ordre établi n'est pas important. Nous sommes dans face à l'épreuve de mathématiques. On a dit que le temps qui nous est imparti est limité. Donc toi-même, quand tu fais un exercice en mathématiques, ne perds pas le temps, ne t'attarde pas sur un seul exercice. Si tu t'attardes sur un seul exercice, sache que tu ne pourras même pas finir la moitié de l'épreuve. Donc ne t'attarde pas sur un seul exercice. Si tu es bloqué, il peut arriver que tu sois en train de faire un exercice et tu es bloqué. Ne t'attarde pas. Tout ce que tu vas faire, c'est que, comme tu es bloqué, tu laisses un espace où tu vas revenir faire cet exercice et tu continues avec un autre exercice que tu comprends. Mais si tu es bloqué sur un exercice, ne te couche pas pour faire seulement un exercice. Tu t'attardes seulement sur le même exercice pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Non. Tu laisses un espace sur ta feuille de composition et tu passes à un autre exercice que tu comprends le mieux. Ça te permet de gagner du temps. Donc, face à l'épreuve, le temps joue. Nous avons dit, ne panique pas. Souviens-toi de tout ce travail que tu as fait avant, qui t'a donné les connaissances, et tu es sûr que tu peux faire telle chose, tu peux faire telle chose. Et tu n'es pas obligé de respecter l'ordre. Parce que le temps qui nous est imparti est très court. Il y a les épreuves de 2 heures, les épreuves d'1h30. Par exemple, dans le cas de 1er à 4, le probatoire à 4, c'est 1h30. Donc, il n'y a pas de temps. Donc, n'utilisez pas trop le brouillon. Si tu sais faire un exercice, fais-le directement sur ta feuille. N'utilise pas un brouillon. Mais tu fais le brouillon d'abord et tu mets sur la feuille de composition. Non. Fais directement sur la feuille, ça te permet de gagner du temps. Ne t'attarde pas sur un seul exercice. Ne t'attarde pas sur un seul exercice. Si tu n'es pas inspiré à l'instant, tu laisses un petit espace et tu commences à un exercice que tu comprends. Tu vas revenir après faire cet exercice-là. Ne t'attarde pas dessus. On continue. Il faut te rassurer. Pendant que tu fais un devoir de mathématiques, tu es en train de travailler et le temps est en train de passer. Rassure-toi qu'à la fin d'une épreuve, tu as travaillé au moins sur 17 ou sur 18 points. Rassure-toi que tu as composé sur 17 ou sur 18 points. Quand tu vas te rassurer que tu as composé sur 17 ou 18 points, quelles que soient tes erreurs, tu pourras avoir 15, 14 ou 15. Donc rassure-toi que tu as travaillé sur 17 ou 18 points. Parce que dans 18, tu pourras avoir 14 ou 15 suivants. Donc, c'est pourquoi je dis, dans la procédure du traitement d'une épreuve mathématique, c'est important. C'est important d'avoir d'abord cette confiance en toi, ne pas paniquer, remettre des connaissances que tu as eues avant suite à une épreuve, aller vite, la vitesse, aller vite, et être sûr qu'à la fin de l'épreuve, tu as combien sur 17 ou sur 18. Ne disons pas que parce que l'épreuve a 4 heures, je prends tout mon temps. 4 heures, ça ne sera pas suffisant. Demandez aux élèves qui font les terminales scientifiques. Une épreuve de 4 heures n'est pas suffisante. Les 4 heures ne sont pas suffisants. Beaucoup finissent une épreuve et ils n'ont pas écrit grand-chose. Demandez aux scientifiques, ils vont vous dire.
l'épreuve se termine, mais il n'a pas écrit grand-chose. Donc le temps est important. Ne respecte pas l'ordre, va vite. Commence par l'exercice que tu comprends le mieux. Mais tu le notes seulement que j'ai commencé par ceci. Et tu vas vite. Et rassure-toi à la fin de l'épreuve que tu as composé sur 17 ou 18 points. Et là, tu es sûr que dans 17 ou 18 points, tu remontes 14 ou 15 suivants dans ton épreuve de mathématiques. C'est ça qui fait la force de celui qui veut avoir de bonnes notes, qui peut avoir de bonnes notes en mathématiques, qui veut relever ses compétences en mathématiques. Donc, tu as travaillé sur 17 ou 18 points. Si, par exemple, tu es en train de traiter une épreuve de mathématiques, on annonce qu'il reste 10 minutes. Tu es en train de travailler, on dit qu'il reste 10 minutes. Ne prends pas ces 10 minutes pour aller faire un autre exercice. Ce que je te conseillerais, c'est de commencer à relire exercice après exercice. Pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur de calcul, tu n'as pas fait d'erreur de signe, tu n'as pas oublié une réponse. Donc quand on dit qu'il reste 10 minutes, ne te lance pas à faire un nouvel exercice en 10 minutes. Ça va te perdre le temps et tu n'auras pas le temps de relire les autres exercices. Mais ce que tu fais, c'est quoi? C'est qu'en 10 minutes, tu commences à relire ton devoir. Exercice après exercice. Exercice après exercice. Pour te rassurer qu'il n'y a pas une erreur de signe, une erreur de calcul. Donc quand on dit 10 minutes, ne te lance pas à faire un nouvel exercice. Mais commence à relire ton devoir. Sachant que j'ai composé sur 17 ou sur 18, je peux avoir dans les 15, 14 ou 15. C'est ça les astuces que je suis en train de vous donner. Voilà un autre point que si tu sais que pendant que tu as composé ton épreuve de mathématiques, tu as remis les connaissances. Ce n'est pas important de demander à ton voisin parce que tu peux être troublé par tes réponses. Parce que ton voisin a mis une réponse contraire. Tu es troublé par tes réponses, tu commences à barrer. Non. C'est pourquoi la confiance en toi-même est importante face à l'épreuve. Ce que tu écris, tu l'as eu comme connaissance, tu t'es exercé, maintenant tu viens, tu l'appliques sur ton épreuve. Ne regarde pas ce que ton voisin a écrit. Quand tu regardes ce que ton voisin a écrit, tu peux commencer à barrer ce que tu as écrit, tu n'es pas sûr. Mais dans les 10 minutes qui vont rester, tu commences à relire ton épreuve. Tu commences à relire ton épreuve. Tu commences à relire ton épreuve. Et tu es sûr que tu as fait tout sans erreur de signe, sans erreur de calcul. Nous sommes en train de tirer à la fin de notre vidéo. Maintenant, quand tu veux remettre ta copie, même si tu as fini ton épreuve avant, tu as fait une épreuve de mathématiques en 2 heures, mais tu as été brillant, tu as fini avant. Tu as fait ça en 1h45 minutes, ne remets pas ta feuille. Relis tes devoirs, relis tes exercices, regarde ta présentation. Est-ce que tu as bien présenté? Oui. Est-ce que tu as bien encadré les réponses? Ne remets pas ta feuille avant les 2 heures, parce que tu as fini avant. Parce que tu es en train de chercher les points, pour maximiser les points dans ton devoir de mathématiques. Ne remets pas ta copie avant. Attends les 2 heures. Quand on va te dire remettez la copie, tu es sûr que tu as tout relu, tu as corrigé les erreurs, tu as corrigé les erreurs de signe. Et bien tu peux remettre ton épreuve. Nous sommes toujours face à l'épreuve de mathématiques. Tu as remis ton épreuve de mathématiques, tu es sûr de toi. Tu as composé sur au moins 17 ou 18. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois prendre le temps de te reposer. Faire reposer ton cerveau. Ne te lance pas dans les discussions où tu commences à refaire l'exercice hors de la salle parce que quelqu'un a dit que ce que tu as écrit, ce n'est pas ça. Non. Regarde bien. Regarde bien. Tu dois te reposer. Parce que tu as beaucoup travaillé. Parce qu'une épreuve mathématique, c'est une épreuve qui fait travailler le cerveau. Tu travailles parce que les mathématiques, c'est des sciences exactes. Tu réfléchis beaucoup. Tu fais beaucoup de calculs. Tu travailles beaucoup. Repose-toi. Repose-toi pour que tes nerfs se reposent, ton cerveau se repose pour la prochaine épreuve. Une épreuve de mathématiques ne t'est sur 20. On ne devient pas fort en mathématiques en un jour. Nous sommes dans les conclusions. On ne devient pas fort en mathématiques en un seul jour. On ne devient pas premier en mathématiques dans sa classe en un seul jour. C'est à force de travail, à force de persévérance. Donc, cette vidéo, tu vas la revisionner
visionner et revisionner pour prendre ces conseils un à un. Tu ne seras pas fort en mathématiques en un seul jour. Non. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même toute une année scolaire. Tu peux dire que je n'étais pas fort en mathématiques dans la classe de 6e par exemple. Mais j'ai beaucoup travaillé. En 5e, tu deviens le premier en mathématiques dans ta classe. Donc, on n'est pas fort en mathématiques en un seul jour. On n'est pas fort en travail, travail, travail. Tu peux ne pas être fort en mathématiques cette année, mais l'année prochaine, tu vas être suffisamment fort en mathématiques. L'épreuve de mathématiques est une épreuve qui a souvent un grand coefficient. Dans les classes, c'est 4, coefficient 4, dans les petites classes. Dans les grandes classes, même c'est coefficient 5. En terminale, c'est coefficient 6. On ne devient pas fort en mathématiques en un seul jour, c'est à force de travail. Tu peux être moyen en mathématiques dans la classe antérieure, mais à force de travailler dans cette classe, tu deviens le premier en mathématiques l'année prochaine. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je suis venu vous donner ces conseils en tant que votre coach en mathématiques, dans le cadre de mon facilitateur en mathématiques. Mettez ces conseils en pratique. Vous verrez. Dans les prochaines vidéos, nous corrigerons des exercices. Nous amènerons à comprendre beaucoup de choses, à comprendre beaucoup d'exercices. Mais il est important que vous ayez des conseils. Des conseils pour affronter des épreuves, pour asseoir vos connaissances, pour être sûr que les matériels ne seront plus une bête noire pour vous, que ce soit dans cette classe où vous êtes ou dans les classes antérieures. Regardez cette vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous à cette page, mon facilitateur mathématique sur YouTube. Vous allez voir vous-même les résultats que ça va donner. Les résultats que ça va donner. Vous êtes sûr des résultats que ça va donner. Exercez-vous, suivez nos conseils. En tant que coach, nous sommes là pour vous orienter. S'il y a eu un désagrément dans cette vidéo, un son qui s'est ajouté, nous nous excusons pour ce son de cette vidéo. Parce que c'est pour vous orienter que nous avons fait cette vidéo. C'est pour vous encadrer que nous avons fait, c'est pour vous accompagner en tant que coach. En tant que coach, c'est pour vous accompagner. Donc regardez cette vidéo, continuez à la visionner, à la partager. Surtout, abonnez-vous à notre page YouTube, mon facilitateur mathématique. Partagez, dites à vos camarades. Et nous sommes sûrs que ce sera bénéfique pour vous, pour votre rang même en classe. Parce que c'est coefficient 4 souvent. Même pour affronter l'examen qui vient. Merci et à la prochaine vidéo. Maintenant, vous avez affronté votre épreuve de mathématiques. La première n'a pas été la bonne, la deuxième n'a pas été la bonne. Ce que nous conseillons, c'est que continuez à travailler avec vos camarades de classe. Continuez à travailler avec votre répétiteur. Continuez à travailler avec votre encadreur, que ce soit votre parent à la maison. Continuez à travailler. Parce que la force des mathématiques est dans le groupe, dans l'association. Que ce soit avec ton répétiteur ou avec des camarades de classe, c'est important. Continuez à travailler. Travaille et corrige tes erreurs. Ne te laisse pas intimider. Quand tu travailles, ne regarde pas les gens qui vont se moquer de toi, que non, tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Fais ce que tu connais. Fais ce que tu connais. Travaille. Fais connaître tes erreurs, fais connaître les lacunes. C'est de là que viendront tes forces. Tes forces viendront du fait que tu as raté telle erreur, demain tu l'as trouvée. Hier, tu ne comprenais pas telle notion ou telle leçon, aujourd'hui tu la comprends. C'est comme ça que viennent les forces en mathématiques. Je veux raconter un peu petit en anecdote. Quand j'étais dans la classe de 5e, on avait vu un cours sur les angles, mesure des angles. Le professeur était entré en classe. C'est une classe qui faisait beaucoup de bavard, beaucoup de bruit. Les enfants cherchaient beaucoup, il était plus une soixantaine d'élèves. On a fait un cours sur les angles. Et le professeur montrait comment mesurer les angles avec un rapporteur. Et je n'avais rien compris. Je vous assure que je n'avais rien compris. Et 2 jours après, le même professeur est revenu faire cours. Mais comme la classe bavardait trop, il a fait un devoir sur les angles que je n'avais pas compris il y a 2 jours. Je vous rassure que le devoir là, j'ai eu 0 en mathématiques. Je ne savais pas comment on mesurait l'angle avec un rapporteur. Comment
tracer un angle, par exemple, de 37 degrés, un angle aigu, un angle obtus, je ne connaissais pas. Le jour où j'ai eu 0 en mathématiques. Mais je me suis décidé que ce truc de mathématiques qu'on appelle les angles, là, je vais seulement comprendre ça. Et après cette année, avant, je comprenais déjà les angles. Ça veut dire comment on mesure un angle aigu, un angle obtus. Comment on trace un angle obtus, comment on mesure dans le triangle. C'est pour dire quoi? Pour dire que c'est de vos faiblesses que viendront vos forces. C'est parce que tu auras raté beaucoup de choses que dans l'avenir, tu vas les trouver. Donc la mathématique, c'est comme ça. Étale tes faiblesses, étale tes forces, laisse transmettre tes faiblesses et tes forces. Et avec le temps, tu comprendras que dans ce que tu ratais hier, tu seras encore plus fort. Les mathématiques qui te faisaient peur hier, aujourd'hui, tu vas leur damer le pion. Tu seras ce sur qui le professeur va compter pour aller corriger un exercice au tableau. Et je reviens encore sur la notion de temps. La notion de temps. Beaucoup d'élèves qui sortent toujours des épreuves disent que je n'ai pas fini. Mais on a ramassé les faits avant. Non. C'est parce que tu n'as pas su gérer le temps. Je vous raconte encore une anecdote. Quand je faisais le baccalauréat, l'épreuve de mathématiques était 4 heures de mathématiques. Et je me souviens, à 10 minutes, on avait dit, à 15 minutes, il restait 15 minutes. J'avais déjà composé sur 18 points. Et on avait dit, il restait 15 minutes. Et la dernière question qui restait, c'était tracer la courbe représentative de la fonction f. Et vous savez, pour tracer une courbe, il faut calculer les valeurs dans un tableau, mettre les valeurs dans un repère et tracer une courbe. Ça devait prendre plus de 15 minutes. J'ai donc décidé que non. Ces 15 minutes, je vais les mettre pour relire mes exercices. J'ai commencé donc à relire mes exercices. Donc je n'ai pas tracé la courbe. Et c'était une question qui avait 2 points. J'avais déjà tracé le tableau de variation, calculer les limites, tout. J'avais tracé mon tableau, tracer la courbe. Donc je devais calculer les valeurs dans un tableau, les mettre dans un repère et tracer la courbe. Ça devait me prendre plus de 15 minutes. J'étais au baccalauréat. J'ai dit que non, ces 15 minutes, je vais relire mes devoirs. J'ai commencé à relire mes exercices, un à un. J'avais composé ces 18. Dans les 2 points de la courbe, je les avais laissés. J'ai commencé à relire, à relire, à relire. J'ai tout relu jusqu'à la fin. Et j'ai laissé ces 2 points. Et quand j'ai me relevé, j'avais 17,75 en mathématiques. C'est pour vous dire que la notion de temps, il faut bien gérer votre temps. Tu peux bien comprendre l'épreuve, perdre beaucoup de temps sur un exercice, et on ramasse les feuilles, alors que tu n'as même pas encore fait les 2 tiers de ton épreuve. Et ça, c'est un problème. Tu dois avoir fait plus des 2 tiers de ton épreuve. Plus des 2 tiers. Parce que quand tu as fait plus de 2 tiers, tu es sûr que tu as composé au moins sur 15, 16 ou 17. Et là, tu peux avoir 14 ou 15. Donc la notion de temps est très importante. Le dernier point sur lequel je veux parler, c'est vous motiver sur votre confiance personnelle. La confiance en soi. Les mathématiques, c'est les choses de la vie courante. Tu vas au supermarché, tu dois calculer le montant à payer, c'est les mathématiques. Tu vas au marché, tu dois calculer le montant des condiments achetés, c'est les mathématiques. Tu vas à la boutique, tu dois acheter le pain, tu achètes les omelettes, c'est les mathématiques. Tout ça, c'est les calculs. C'est pour dire que les mathématiques ne sont pas une science inutile. C'est la science des calculs. Donc, ce que tu fais en mathématiques va t'aider dans les calculs de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les compétences, on constate qu'on ramène les problèmes sur la vie courante. Les problèmes sur les paiements de factures, les problèmes sur les paiements de recettes, sur les paiements de salaire. Parce que les mathématiques, c'est une science de calcul. Donc, continuez à vous exercer. Ce n'est pas une science inutile. Vous trouverez les mathématiques partout où vous irez sur votre chemin. Vous trouvez les mathématiques partout où vous irez sur votre chemin. Exercez-vous, travaillez, et vous aurez de bons résultats mathématiques. Donc la confiance est importante. La confiance est importante. Travaillez, travaillez et travaillez. Donc dans cette vidéo, continuez à vous exercer comme nous avons dit tantôt.
Continuez à communiquer vos exercices à vos camarades. Là où vous avez des difficultés, ils peuvent vous apporter des solutions. Là, vous pouvez leur apporter des solutions. Allez vers vos enseignants, allez vers vos répétiteurs, vos encadreurs. C'est important. Nous sommes là pour booster votre niveau en mathématiques. N'oubliez pas que cette vidéo, c'était améliorer ses notes ou sa note en mathématiques. Les compétences que vous avez, c'est important que vous les ayez. Parce que les mathématiques ont un grand coefficient. Et ça peut vous faire avoir une sous-moyenne parce que vous avez une très mauvaise note en mathématiques. Donc, chaque fois que vous faites face à une épreuve, retenez ceci. Cette vidéo a été faite pour vous. Prenez les conseils qui sont dans cette vidéo. Appliquez-les. Allez sur notre page YouTube. Regardez les exercices. Revisionnez les exercices. Corrigez-les. Allez vers vos encadreurs. Montrez vos lacunes, vos difficultés. Qui connaît les difficultés, continuez à aller de l'avant. C'est ça qui est important. Nous voulons que votre niveau en mathématiques soit élevé. Et que si vous affrontez un examen en fin d'année, que grâce aux mathématiques, que vous ayez votre examen. Que grâce aux mathématiques, que vous ayez fort en classe. Vous soyez parmi les premiers de la classe grâce aux mathématiques. Donc, allez, exercez-vous. Allez partager cette vidéo. Parlez-en à vos camarades. Allez sur notre page YouTube. Regardez toutes les vidéos par classe que nous avons faites. Et ces vidéos nous permettront d'avoir un bon niveau, de bons résultats. Merci. Chaque fois que vous aurez besoin d'un conseil, allez voir cette vidéo. Chaque fois que vous aurez besoin de voir comment décortiquer les factorisations, les racines carrées, les logarithmes, les limites, allez chercher notre vidéo sur YouTube, mon facilitateur en mathématiques. Ça, c'est votre page YouTube. Elle a été ouverte pour vous accompagner, pour vous booster, pour vous orienter, pour vous encadrer et pour vous encourager. N'oubliez pas que personne ne te décourage, que personne ne te démoralise par rapport aux mathématiques, pour dire que tu ne pourras jamais comprendre. Qui t'a dit que je ne pourrai jamais comprendre? Les mathématiques sont faites à ton niveau et à ta classe. Tu peux les comprendre et tu peux les faire. Vas-y, exerce-toi. Suis nos vidéos, suis nos conseils, mets-les en pratique, exerce-toi. Tu verras le résultat. Tu vas nous écrire sur notre page YouTube ou sur WhatsApp par nos 2 numéros que nous avons là-bas. Et nous apporterons d'amples conseils. Si vous avez un exercice, envoyez-le sur WhatsApp. Nous allons le résoudre et vous envoyer le corriger. Mais chaque fois que tu as un exercice, exerce-toi d'abord. C'est-à-dire que le répétiteur ne doit pas faire l'exercice à ta place. Ni ton encadreur fait à ta place. Tu fais d'abord et tu es sûr que quand tu feras, il va corriger tes erreurs et te montrer comment tu devrais faire. Chers apprenants, chers élèves, chaque fois que les mathématiques sont sur ton chemin, prête-toi à les affronter. Tu ne dois pas aller en arrière, mais tu dois les affronter. Parce que c'est une matière de base. C'est une matière qui est dans toutes les classes. C'est une matière que tu ne peux pas négliger parce qu'elle a un grand coefficient. Elle peut te faire chuter si tu as une mauvaise note. Et elle peut te remonter si tu as une bonne note. Vas-y, travaille. Nous sommes là, en tant que coach, pour vous encadrer. Pour dire que non, ce n'est pas une bête noire. Au contraire, c'est quelque chose qui te sera utile pour la vie, dans la société. Il sera utile pour avoir de bonnes notes en classe, pour relever même ton niveau, ton classement en classe. Parce que ceux qui sont les meilleurs mathématiciens sont toujours parmi les 10 premiers. Ça, c'est automatique. Parce que les mathématiques ont un grand coefficient. Merci, merci et à la prochaine vidéo. 2 plus racine de 3. Mais là, je ne mesure pas le conjugué qui est 2 moins racine de 3. 2 moins conjugué, 2 moins racine de 3, racine de 3. Je vais multiplier, ça va faire, en respectant les signes, 4 moins 2 racine de 3, 4 moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 3, moins fameux plus 3, sur a carré moins b carré. A carré moins b carré. Donc le bas là donne toujours a carré. Quand il y a 2 conjugués, ça donne toujours a carré moins b carré. Ça va nous faire ici 4 plus 3, ça fait 7. Moins 2, ça fait moins 4. Racine de 3 sur 1.
Donc ça fait 7 moins 4 racine de 3. Voilà le deuxième terme. Là, pour calculer le premier plus deuxième, je vais prendre, voici le premier terme que j'ai trouvé ici, voici le deuxième ici. Donc je vais donc faire premier terme, donc B est égal, le premier résultat donne 4 plus 7 plus 4 racine de 3, plus le deuxième, plus 7 moins 4 racine de 3. Donc, vous voyez que les deux termes ici peuvent se simplifier. Parce que c'est des termes qui ont les signes contraires. Les deux ici peuvent se simplifier. Donc, B, le nombre B est égal à 7 plus 7, ça fait 14. On a bien montré que B est un nombre entier relatif. Regardez bien la procédure. Avec les racines carrées, chaque fois que tu as une racine carrée de dénominateur, tu fais le conjugué. Donc, vous devez bien reviser la notion des conjugués avec les racines carrées. Tu fais le conjugué. J'ai fait le conjugué pour le premier. Vous voyez comment j'ai changé les signes. J'ai fait le conjugué pour le deuxième. Vous voyez comment j'ai changé les signes. Le premier résultat a donné ça. Le deuxième a donné ça. Quand j'ai fait ça plus ça, ça fait 14. On a bien montré que B, le nombre B est un entier relatif. Donc, vous devez maîtriser la notion des conjugués avec les racines carrées. Chaque fois qu'il y a le racine carrée du dénominateur, vous faites le conjugué. Et le conjugué vous permet donc d'évoluer dans vos calculs et de calculer tout ce qu'il faut. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans le cadre de mon facilitateur en mathématiques. Notre but, c'est de faciliter votre compréhension en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons dans la classe de 3e, avec les racines carrées qui causent beaucoup de problèmes aux élèves. Nous allons corriger aujourd'hui 3 exercices sur les racines carrées. Nous irons au tableau pour voir ce qui nous a été donné. Voilà les 3 exercices que nous avons. Nous avons calcul avec les racines carrées. Exercice 1. On dit montrer que A égale à racine de 63 moins racine de 112 plus 2 racine de 175, c'est écrit sous la forme A racine de 7. Quand nous avons une indication comme ça veut dire que dans chaque racine, il doit avoir 7, le nombre 7. Qu'est-ce que je fais? Avec ta calculatrice, tu divises chaque nombre qui est sous la racine par 7. Par 7 ici et par 7. Qu'est-ce que ça te donne? Quand tu vas diviser par 7, tu auras A égale à racine de 9 fois 7. Pour le premier, ici, tu auras 9 fois 7. Plus, moins, ici, tu auras racine de 16 fois 7. Plus 2, ici, tu auras racine de 25 fois 7. Et nous constatons donc que dans chaque racine carrée, il apparaît les carrés, on a ce qu'on appelle les carrés parfaits. Voici les carrés parfaits. 9 carrés parfaits, c'est 3 fois 3 qui donne 9. Ici, c'est 4 fois 4 qui donne 16. Ici, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, tous les carrés parfaits vont sortir sous forme de nombre. 3 fois 3, c'est ça qui donne 9. Donc, racine de 9, c'est 3. Donc, A devient 3, racine de 7, moins 4 fois 4 qui donne 16. Donc, racine de 7 devient 4. 4 racine de 7, plus 2. Ici, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, le 5 là vient multiplier le 2. 2 fois 5, racine de 7. Et je calcule maintenant, ça fait 3 moins 3 racine de 7, moins 4 racine de 7, plus 2 fois 5, 10 racine de 7. Donc, je mets ça entre parenthèses, ça me fait 3 moins 4 plus 10. Je ferme la parenthèse, je mets racine de 7. Quand je calcule les deux nombres, ça me donne 3 moins 4, ça donne moins 1. Moins 1 plus, ça fait 9 racine de 7. Voici ma réponse. Voilà pour le premier exercice. Chaque fois que tu as un exercice avec les racines carrées, si tu vas décomposer ces nombres en produits de facteurs premiers, ça va te perdre beaucoup de temps. Lorsque tu as une indication comme celle-ci, prends simplement ta calculatrice, tu divises chaque nombre ici par le 7 ou le 3, ça dépend de ce qu'on va te donner ici. Comme c'est 7, je divise chaque nombre par 7. Et quand tu divises, les carrés parfaits apparaissent directement. Et tous les carrés parfaits sortent de la racine sous forme de nombre. Parce que 9, c'est racine de 9, c'est 3 fois 3, 3 sort. Racine de 16, c'est 4 fois 4, le 4 sort. Racine de 25, c'est 5 fois 5, le 5 sort. Il vient multiplier le 2 qui est là. Donc voilà comment tu fais. Si tu vas décomposer ce nombre, ça va te perdre beaucoup de temps. Voilà une méthode très rapide pour calculer ce genre d'exercice, pour faire ce genre d'exercice et faire ce genre de calcul. Nous passons à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit montrer que C
entre 3 moins 2 racine de 3 carré est égal à 21 moins 12 racine de 3. En déduit la valeur exacte de racine de 21 moins 12 racine de 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord calculer C. C égale 2, 3 moins 2 racine de 3 au carré. Ça veut dire que c'est multiplié par lui-même. Tu peux multiplier comme ça. Facteur de 3 moins 2 racine de 3. Donc 3 moins 2 racine de 3, facteur de 3 moins 2 racine de 3. Je commence à multiplier. 3 fois 3, ça fait 9. 9. Plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 2, ça fait 6. 6 racine de 3. Moins fois plus, ça fait moins. 2 fois 3, ça fait 6. 6 racine de 3. Moins fois moins, ça fait plus. Ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Ça fait 4 fois 3. Ça me fait donc 9. Moins 6, moins 6. Comme c'est les racines de 3, je peux faire moins 6, ça fait moins 12 racine de 3. 3 fois 4, ça fait 12 plus 12. Donc, je peux donc calculer pour dire que C est égal à, je fais 9 plus 12, ça fait 21. 21 moins 12 racine de 3. Voilà ma réponse qu'on m'a demandé. Là, voici. Voilà comment on fait ça. Donc, tu multiplies simplement en utilisant les termes de développement et de réduction. Tu développes et tu réduis. Et tu trouves. Après, tu regroupes les racines carrées qui se ressemblent. Moins 6, moins 6. Comme c'est les racines de 3, ça fait moins 12. Racine de 3. 9 plus 12, ça fait 21. Maintenant, on dit la valeur exacte de. Valeur exacte de racine carrée de 21 moins 12 racine de 3. Ça veut dire que racine de 21 moins 12 racine de 3, en fait, c'est le carré de, c'est la racine carrée de 3 moins 2 racine de 3 au carré. Et lorsque le carré, avec la racine carrée, lorsque le carré est sous la racine, ça devient une valeur absolue. On écrit ça comme ça. On écrit que ça fait valeur absolue de 3 moins 2 racine de 3. Voilà comment on écrit ça. Et pour que le terme ici sorte de la valeur absolue, il faut qu'on sache s'il est négatif ou s'il est positif. S'il est négatif ou s'il est positif. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je compare les deux nombres aussi. Ces deux nombres, je vais les comparer. Donc, pour les comparer, je les élève au carré. Je vais élever 3 au carré. Ça me fait 3 fois 3, 9. J'élève 2 racine de 3 au carré. Ça me fait ici 4 fois. Racine de 3 au carré, c'est 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, le terme ici, le carré, c'est 9 ici. Et le carré ici, c'est 2. Ça fait 9 moins 12. Donc, ce nombre est un nombre négatif. Ce nombre est un nombre négatif. Or, pour sortir un nombre négatif de la racine carrée, tu mets le signe moins devant avant de mettre le nombre. Donc, ça fait, je mets le signe moins devant, je mets le nombre. Avec un exercice sur les encadrements. Nous sommes tous dans les racines carrées. Donc, nous avons consacré toute cette vidéo pour les racines carrées. Voilà un autre exercice que nous avons. Exercice 4. On dit, sachant que racine de 3 est compris entre 1,731 et 1,732, donnez un encadrement de 3 moins 2 racines de 3. Ici, nous sommes dans les encadrements avec les racines carrées. La notion d'encadrement est très importante. Parce qu'à l'école, nous devons mettre les encadrements que ce soit les encadrements des quotients, les encadrements des produits, les encadrements d'une somme ou d'une différence. Ici, c'est l'encadrement d'une différence. Et je vais vous montrer la procédure à suivre pour encadrer une différence. Nous devons encadrer 3 moins 2 racines de 3. Pour encadrer une différence, qu'est-ce qu'on fait? On encadre d'abord là où il y a le signe moins, en changeant la position. Voilà comment nous allons faire. Comment encadrer une différence? Parce qu'à l'école, on nous apprend comment encadrer une somme, une différence, un produit, un quotient. Ici, c'est l'encadrement d'une différence. Je vais encadrer 3 moins
2 racine de 3. Première étape que je fais, j'encadre d'abord. D'abord, moins 2 racine de 3. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je prends racine de 3, je mets son encadrement, je mets 1,731, 1,732. Voilà racine de 3. Quand je multiplie par moins 2, je change la position de l'écriture. Donc, quand je vais multiplier par moins 2 ici, celui-ci va passer de ce côté. Par moins 2 ici, celui-ci passe de ce côté. Donc, qu'est-ce que j'aurai donc? J'aurai donc ici moins 2 racine de 3. Ici à gauche, j'aurai plutôt, voyez, la flèche. C'est celui-ci qui vient ici. Le voici. C'est lui qui vient ici. J'aurai moins 2 fois 1,732. Ici, j'aurai moins 2 fois 1,731. Pourquoi? Parce que c'est un nombre négatif. Parce que beaucoup de vous allez me demander pourquoi on change de position. Parce que chaque fois que tu multiplies les membres de l'encadrement par un nombre négatif, les deux bornes dans la borne de gauche et de droite doivent changer de position. Donc retenez-le. Chaque fois que tu multiplies les membres d'un encadrement par un nombre négatif, les deux bornes de gauche et de droite changent de position. C'est pourquoi celui-ci est venu de ce côté et celui-ci est venu de ce côté. Donc ça va me donner quoi? Ça me donne ici moins 3,464. Il faut moins 2 racine de 3. Ici, ça me donne moins 3,462. Après avoir donc multiplié par moins, maintenant j'ajoute plus 3. Donc partout, j'ajoute maintenant plus 3. Comme c'est le plus, je ne change aucune position. Je ne change aucune position. Plus 3 comme ça, je ne change aucune position. Donc ici, ça me donne quoi? Moins 0,464. Je dis que 3 plus 3 moins 2 racine de 3, c'est encore 3 moins 2 racine de 3. Ici, ça fait moins 0,462. Qu'est-ce qui montre que vous avez trouvé dans l'encadrement? Parce que parmi les nombres négatifs, on sait que celui qui a la plus grande valeur, quand la plus grande distance à 0 ou plus grande valeur, est toujours le plus petit. Vous voyez qu'ici, c'est moins 0,464. Ici, c'est moins 0,462. Vous voyez que la réponse est juste. Parce que celui-ci a la plus grande distance à 0. Comme il est négatif, sera le plus petit par rapport à celui-ci. C'est ça qui montre que j'ai trouvé dans mon encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans l'encadrement d'une différence? Quand je veux encadrer une différence, j'encadre d'abord le signe moins en changeant la position des deux bornes, la borne de gauche et de droite, les deux champs de position. La borne de droite vient à gauche et celle de gauche va à droite. Après, j'additionne ce qui vient sans changer de position. Et ça me donne la réponse. Voilà comment on encadre une différence. Donc, j'ai voulu un peu attirer votre attention sur l'encadrement d'une différence. Nous allons passer à l'exercice 5. Nous sommes toujours dans les racines carrées. Regardez bien l'exercice 5. Maintenant, les racines carrées avec les puissances. Donc, on a mélangé les racines carrées avec les puissances. Et on nous demande de calculer un de D égale à racine carrée de 6,4 fois 10 moins 5 sur racine carrée de 3 fois 10 exponent 4 fois 27 fois 10 moins 6. Avant de calculer, je commence d'abord à décomposer tous ceux qui sont les nombres décimaux. Je les mets sous forme de puissance de 10. Ça veut dire quoi? Ici, j'écris D égale à racine carrée de 64 fois 10 moins 1. Parce que j'ai un chiffre après la virgule, donc c'est 64 fois 10 moins 1 fois 10 moins 5. Je me dis les deux nombres 3 fois 27, ça va faire 81. Racine de 81 fois 10 exposant 4 fois 10 moins 6. Première étape. Deuxième étape de calcul, les puissances de 10. D sera égal à racine carrée de 64, 10 moins 1 fois 10 moins 5, ça fait 10 moins 6. Sur racine de 81 fois 10, 4 fois 10 moins 6, ça fait 10 moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? 64, ça c'est un carré parfait.
81, c'est un carré parfait. Ça, c'est 8 fois 8, 64. N'oubliez pas ça. Et c'est 9 fois 9, 97, c'est le carré parfait. Donc, ils vont sortir de la racine sous forme de nombre. Ça, c'est 8 fois 8. Ça va sortir sous forme de 8. Ça, sous forme de 9. Maintenant, les puissances avec les racines carrées. Comment on fait? Lorsque tu as une puissance avec les racines carrées, si la puissance est une puissance paire, on va la diviser par 2 avant de la mettre hors de la racine. Si le 6 est ceci, on divise par 2 avant de la mettre hors de la racine. Donc, mon nombre D va devenir quoi? D égale. Je commence par le numérateur. Carré parfait, ça c'est 8 fois 8, 64. Donc, je mets 8 hors de la racine. Ça, c'est un carré parfait. Les puissances de 10 paires, je divise par 2, je mets hors de la racine. Donc, je vais dire fois 10 exposant moins 3. J'ai divisé par 2. Carré parfait, ça c'est 9 fois 9, 81. Donc, ça, hors de la racine, ça devient 9. Fois puissance paire divisé par 2, ça devient 10 moins 1. 10 moins 1. Là, je calcule. La puissance qui va monter, ça va faire donc 8 fois la puissance. Les puissances qui sont au dénominateur montent en changeant de signe. Fois 10 moins 3 fois 10 exposant 1 sur 9. Je calcule les deux. 10 moins 3 fois 10, 1, ça fait 10 moins 2. Donc, ça fait 8 neuvième fois 10 moins 2. Voilà ma réponse. Regardez bien comment on a procédé. Chaque fois que tu as une puissance paire sous la racine carrée, avant de la sortir, tu la divises par 2 et tu la mets hors. C'est pourquoi j'ai mis en rouge ici pour que vous voyez que j'ai divisé par 2 avant de la mettre hors ici. Donc tu divises par 2, tu mets hors. Tu divises ça par 2, tu mets hors. Après la puissance, avec les puissances de 10, toutes les puissances de dénominateur montent en changeant de signe. Et après tu calcules les deux puissances de 10, ça fait 8 neuvième fois 10 moins 2. Voilà comment j'ai calculé. Donc, les notions de puissance de racine carrée doivent être maîtrisées dans les classes de 3e. Comment sortir une puissance de 10 sous la racine, hors de la racine. Si elle est paire, tu la divises par 2. Si elle est impaire, tu la décomposes. Je prends un exemple tout simple. Je veux faire la racine de 10 exposant 7. Je fais ça pour que vous compreniez. Quand la puissance est impaire, qu'est-ce que je fais? Je la décompose en la puissance paire la plus pour 10, 6 fois 10 exposant 1. Comme ça. Voilà comment je fais. Et la puissance paire là va sortir. Divisé par 2. Ça fait 10 exposant 3. Et celui qui reste sur racine, racine de 10. Donc lorsqu'elle est impaire, je la décompose à 7 sera décomposé en 6 et 1. 9 sera décomposé en 8 et 1. 3 sera décomposé en 2 et 1. 5 sera décomposé en 4 et 1. Et la puissance paire, tu la divises par 2 et tu la mets hors de la racine. Et cette puissance, elle va rester sur la racine carrée. Donc, nous avons à bien suivre ces explications, à vous exercer davantage. Parce que tout ce qui concerne la racine carrée a été traité dans cet exercice. À moins qu'il y ait quelque chose qui manque, mais nous avons traité la plupart des leçons qui concernent les racines carrées dans cette vidéo que nous avons faite. Nous vous exhortons à continuer à vous abonner à notre page YouTube, Mon Facilitateur en Mathématiques. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Tous ceux qui ont des problèmes en mathématiques, notre but c'est de vous faciliter la compréhension. Vous avez vu ces 5 exercices. Regardez cette vidéo, partagez-la à vos camarades, abonnez-vous à cette page, exercez-vous. Nous sommes là pour vous faciliter cette compréhension. Ne vous y trompez pas, les mathématiques ne seront plus une bête noire pour vous avec votre page YouTube, Mon Facilitateur Mathématiques. Merci et à la prochaine vidéo. Avec un